Bonjour et merci à tout le monde d'être là. D'abord, ça a été cité, merci aux trois garants et garantes qui ont préparé ça. Pourquoi on a voulu ce séminaire? Parce que d'abord, on accumule un certain nombre de projets de concertation préalable autour de l'hydrogène, autour des ISAF, autour parfois aussi du méthanol et d'autres sujets de nature énergétique. Et on s'est dit qu'il n'était pas anodin d'avoir une base un petit peu commune pour vous toutes et tous, garants et garantes, et puis aussi pour la CNDP d'en conserver des choses afin d'être réutilisables lors des concertations préalables qui vont arriver, avec parfois des entreprises qui sont des start-up, parfois des grosses entreprises. Et on a parfois des surprises en se disant, mais pourquoi à tel endroit on fait du ISAF? Qu'est-ce que c'est que ce ISAF et autres. Je me permets d'insister sur un deuxième point. Il y a autour de ces projets énergétiques beaucoup de questions qui se posent parfois. Et il était important d'avoir des éléments clairs, lisibles ou audibles par les uns et les autres, et les unes et les uns, pour qu'on soit sûr d'avoir une vision un peu partagée. Et donc, Isabelle Barthes, Vincent Delcroix et Philippe Quevremont ont préparé ces deux séminaires dans ce sens-là. Et certains morceaux pourront être capsulés pour être projetés lors des concertations à venir, pourra être aussi conservé à la CNDP pour pouvoir être utilisé, parce que peut-être que dans 2 ans, ça sera intéressant de voir ce que sont devenus les ISAF, ou dans 5 ans. C'est quand même le principe de la CNDP de débattre, mais d'avoir aussi les éléments de débat et du choix. Voilà, et je remercie vraiment aussi infiniment les participants. Alors, je n'oublie pas Sophia, mais aussi les participants des GAC, des GEC, ADEME, et Institut du pétrole, IFEP, pardon, parce que c'est extrêmement important que des gens de grandes compétences techniques ou politiques, d'ailleurs en administration centrale, puissent nous expliquer un petit peu le tenant et les aboutissants. Voilà, je ne vais pas être trop long, et merci aux garants et garantes qui se sont connectés. Merci aussi peut-être aux membres de la commission, s'il y en a qui sont connectés. On doit compter sur les carburants de synthèse pour la décarbonation du transport aérien, et ça, quel que soit le niveau de trafic qu'il y a. Donc, et c'est important aujourd'hui de mettre en place que les technologies mûrissent et arrivent à de la production industrielle. C'est important parce que ça conditionne la décarbonation à terme. Et c'est le message principal. S'il y avait un message, ce serait vraiment celui-là. Et donc, c'est des projets qui sont précieux pour nous parce qu'ils permettent aux technologies de mûrir et parce que c'est une voie qui est incontournable pour décarboner le transport aérien. Le message principal également, c'est que les carburants d'aviation durable sont une des solutions à la réduction nécessaire des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. C'est complémentaire à d'autres solutions qui ne sont pas à négliger. On a la poursuite de la réduction de la consommation avec la technologie, l'amélioration de l'efficacité énergétique des aéronefs ou les mesures de modération et de réduction du trafic qui seront sans doute nécessaires. C'est une solution qui peut être déployée dans des délais courts avec des objectifs d'incorporation définis aujourd'hui au niveau européen qui sont cohérents avec les objectifs climatiques de la France et de l'Union européenne et qui permettront également de décarboner une partie du transport international. À l'horizon 2030, la France devrait être en position de produire des premiers volumes de carburant de synthèse avec de l'électricité décarbonée à prix compétitif. Le développement de la production en France peut effectivement s'appuyer sur un environnement énergétique aujourd'hui favorable, la disponibilité à venir de la production d'hydrogène, à proximité des projets de production de ces carburants, la maîtrise des coûts de l'électricité en France également, son côté décarboné. Et donc, on pourrait voir émerger des technologies françaises et participer ainsi à la réduction à la réindustrialisation pardon, du pays. En remplacement des carburants aujourd'hui importés par cette production nationale de e-carburants, on aurait du coup une double opportunité, renforcer la souveraineté énergétique du pays et développer une expertise nationale dans cette filière qui pourrait être valorisée et exportée à l'international ensuite,
quand les besoins de la France et de l'Europe dépasseront nos capacités de production. Alors le développement des carburants aériens durables et notamment des e-carburants présente une opportunité à la fois pour le climat, pour abaisser nos émissions de CO2 et participer à l'atteinte de la neutralité carbone, à la fois en termes de souveraineté pour la France, parce que c'est aujourd'hui une dépendance intégrale pour l'importation de ces carburants. C'est une opportunité donc économique pour la France qui dispose d'atouts pour développer ces carburants, ces e-carburants en termes de contenu d'électricité décarboné, en termes de CO2 biogénique disponible sur le territoire français, qui sont deux conditions pour que ces carburants-là présentent un bénéfice environnemental. Alors, après, quand on vise les objectifs 2030 et 2050 notamment, les produire en France nécessiterait donc le recours massif, des besoins massifs en électricité, en CO2, en eau, des besoins massifs qui peuvent donc interroger la répartition de ces ressources entre les différents secteurs, voilà, le bâtiment, l'industrie. Et donc arrive cette question de la modération du trafic, hein, la modération au moins de la croissance du trafic qui rentre en jeu. Ça soulève également tout l'enjeu de complémentarité entre ce levier de décarbonation du carburant et les autres leviers, notamment l'efficacité énergétique et la modération du trafic. Et puis pour finir, je pense qu'il y a deux risques à ne pas négliger. Un risque sur les importations. Effectivement, ces carburants pourraient être produits ailleurs. Et ce risque sur les importations, alors au-delà de déporter les impacts environnementaux, présente aussi un risque pour les projets en France d'incertitude. Vont-ils investir ou pas? Et le deuxième risque, c'est le risque sur les prix. On l'a largement abordé. Donc, le développement de ces carburants induira une augmentation des prix à supporter par le consommateur, qui elle-même pourrait re-questionner les niveaux de trafic. Donc effectivement, demain, on aura une diversité énergétique beaucoup plus importante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et les e-fuels ou les électrocarburants joueront un rôle important dans certains secteurs qui sont plus difficiles à décarboner, comme l'aviation et le maritime. Et aujourd'hui, les technologies ont été développées d'un point de vue recherche, sont matures pour être industrialisées. On voit bien qu'on est sur des phases de projet pour le déploiement industriel de ces technologies qui permettront dans un horizon de temps, on va dire 5 ans, de produire les premières gouttes qui sont que la rampe de lancement vers des productions beaucoup plus importantes pour répondre aux réglementations européennes qui sont en place. On voit que les acteurs privés jouent leur rôle pour aller sur ce type de projet, accompagné par le secteur public, parce qu'on est face au développement d'une filière complète de production d'un nouveau type de carburant, chose qu'on n'avait jamais connue avant. Et donc c'est important d'avoir une collaboration entre les deux secteurs privés et publics pour développer la filière des e-carburants qui seront importants pour des secteurs difficiles à décarboner. La décarbonation de l'aérien est un défi extrêmement difficile et tous les leviers doivent être actionnés. Ce n'est certes pas seulement en produisant des carburants de synthèse qu'il faut espérer décarboner l'aérien, mais les carburants alternatifs, parmi lesquels les carburants de synthèse, ont bien un rôle central dans la décarbonation de l'aérien. Parce que après avoir actionné les autres leviers, c'est la seule manière de remplacer du kérosène fossile. Et la plus grosse partie des émissions du secteur aérien concerne des vols qui ont besoin de carburants liquides, qui sont très concentrés en énergie. En plus, demander au secteur aérien d'utiliser ces carburants de synthèse, c'est une manière sûre de faire porter au secteur la responsabilité de sa décarbonation, parce que quand le carburant de synthèse est mis dans les réservoirs de l'avion, on est sûr que le carbone qu'il contient a déjà été capté dans l'atmosphère avant, ce qui n'est pas le cas pour les mesures de compensation carbone, par exemple. On entend parler aussi d'avions électriques à hydrogène, mais ces avions, pour le transport commercial, n'existent pas encore, et s'ils sont bien développés, ils concerneront que les vols court courriers, qui représentent une petite partie des émissions aériennes. Donc si on laisse la croissance du trafic non maîtrisée, ces efforts seraient remis en cause. Donc il ne faut pas négliger les mesures de maîtrise du niveau de trafic. Dans tous les cas, les carburants alternatifs ont une place centrale développer les carburants de synthèse pour l'aérien ne va pas faire baisser les émissions aujourd'hui, mais c'est un passage obligé pour les faire baisser dans quelques années, quand on les produira en plus grande quantité.
Ben, merci à toutes et tous. Effectivement, d'abord, on sent que c'est un sujet en devenir qui est passionnant. On sent aussi que ce sont pas simplement une filière qui se crée, mais c'est aussi des briques. C'est un peu ce qui est compliqué pour nous. C'est qu'il y a des briques industrielles qui viennent se rajouter côte à côte, avec une brique énergie en amont, des briques transformation, l'hydrogène et autres. Que derrière, moi j'ai noté que si c'est une filière, il y a en plus des endroits qui vont recevoir ce carburant, ce e-carb ou ce e-SAF, pardon, et qui n'est pas facile. Et puis que tout ça, ça va consommer de l'énergie quand même. Donc effectivement, il y a un beau sujet complexe dont on n'est qu'au début, puisque je sais que la production ne fait que commencer. Après, me repose toujours cette question. Si on peut écrire noir sur blanc ce qu'on s'est dit sur un certain nombre de points sur 2050, ou 2030, je serai encore là en 2030, ça sera peut-être sympa de revoir ce qu'on a pu écrire et se dire aujourd'hui par rapport à dans 5 ans, quoi. Parce que, bon, 5 ans, c'est une unité de temps que le politique peut comprendre. 2050, 25 ans, c'est très très loin pour le monde politique. Merci à vous tous et puis bravo. J'ai un grand plaisir à avoir vu ce séminaire, même s'il était quand même des fois un peu compliqué parce que je pense il y a des concepts qu'on n'a pas vraiment encore en tête. Merci.